Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui dans cette émission, il sera question de la politique environnementale de la Casques. On dressera un bilan de l'état actuel de cette démarche et ce sera avec vous, Jean-Bernard Bartel et Christelle Festauer. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et puis Sandrine nous présentera les réactions des internautes à la question du jour. Salut Sandrine. Salut. Mais avant ça, on va retrouver Guillaume Dumonteil en direct des locaux de l'association Du Papier pour l'Enfance. Alors Guillaume, en fait, c'est une association qui vient d'être créée et qui a rapidement trouvé son public. Bonjour Flora, effectivement aujourd'hui c'est la journée mondiale sans papier, une journée qui est là pour sensibiliser les gens à économiser du papier, c'est-à-dire que le papier, dans sa réalisation, ça utilise de l'eau, ça utilise également de l'énergie et du bois, donc pour limiter l'impact sur l'environnement et économiser ses ressources, il est demandé aux gens d'éviter de gaspiller du papier. Si toutefois vous ne pouvez pas vous passer de papier, la question du recyclage est très importante et ici je me trouve dans les locaux de l'association Du Papier pour l'Enfance et c'est peut-être la meilleure manière de recycler son papier de venir l'apporter ici parce que les membres de cette association, les bénévoles, envoient ce papier pour du recyclage et en échange ils reçoivent de l'argent qui est ensuite distribué aux enfants en difficulté, les enfants malades ou en situation sociale difficile à Sarreguemines ou dans les communes environnantes. Donc il faut savoir que leur permanence ce sont les mercredis et les samedis de 9h à midi, ainsi que le mardi de 14h à 17h. Donc vous pouvez venir ici, passer un moment agréable avec les bénévoles, donner votre papier et l'argent sera ensuite reversé pour la bonne cause. Nous aurons l'occasion de reparler de l'action de cette association plus en longueur dans les prochains jours. Voilà, le message est passé. Merci Guillaume. On continue le tour de l'actu du secteur avec le 60 secondes. Tir à vue des maires sur la politique gouvernementale. Touche pas à mon poste, touche pas à mes dotations, touche pas à ma taxe d'habitation. Le sous-préfet et la députée ont eu beau vouloir rassurer. Les élus présents à cette assemblée générale étaient là pour s'exprimer et non pour écouter. La Casques et Sarreguemines primés pour faïence, petit bijou technologique. Hier soir, le Républicain lorrain a décerné ses lauriers des collectivités et mis en lumière des projets innovants et verts. Unique en France, la première station de recharge pour véhicules roulants à l'hydrogène, faïence, a séduit le jury. La belle renaissance de Sidou, la célèbre marque de jus d'Alsace. L'article est à lire aujourd'hui dans le RL. L'entreprise Sidou avait vu le jour à Mittersheim. Après 4 ans d'arrêt, la marque est reprise en 2013 et aujourd'hui tous les jus Sidou, soit 5 millions de cols, sont produits chez JFA à Sarre-Union. Ça mijote avec le retour en cuisine de Séverine. Elle a été l'une des cuisinières emblématiques de Masterchef. Après avoir dispersé ses talents culinaires dans plusieurs pays lointains, elle met l'ambiance chez Intenso à Sarreguemines. Elle propose ses cuisines du monde. À ses côtés, Giuseppe excelle avec sa cuisine italienne. L'univers d'Harry Potter et du Quidditch au centre nautique. Depuis le début de la semaine, 24 enfants participent à des rencontres sportives et ludiques sur l'eau. De véritables jeux d'agilité comme ce parcours flottant qu'il faut traverser en résistant au seau d'eau lancé par les animateurs. C'est déjà la 8e saison d'Animaux. Johanna Floder, artiste du secteur, n'oublie pas les paroles. Hier, elle a remporté 50 000 € dans l'émission animée par Nagui sur France 2. Ce soir, elle va tenter de poursuivre l'aventure en chanson. Souhaitons-lui bonne chance. Côté météo, Sandrine, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles ? Alors, pas forcément des bonnes nouvelles, mais pas des trop mauvaises non plus. D'accord, bon, on va regarder les prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Comme aujourd'hui, la journée de demain débutera sous le brouillard et les nuages bas qui vont évoluer lentement au fil des heures. L'après-midi, on pourra espérer apercevoir quelques coins de ciel bleu. Les températures conservent un bon niveau avec de 8 à 12 degrés le matin et de 15 à 19 degrés en journée. Demain, nous sommes le jeudi 26 octobre et nous fêtons les Dimitri. Le soleil nous accompagnera de 8h10 à 18h20. Je vous retrouve dans un instant pour la question du jour. Aujourd'hui, on parlera des frais médicaux.
Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Quelques chiffres pour commencer, ceux du chômage pour le mois de septembre. En Moselle, le nombre de demandeurs d'emploi dans les catégories A, B et C s'établit à 89 170 à fin septembre 2017. Un nombre en baisse de 0,4% sur 3 mois, en baisse également de 0,6% sur 1 mois et en augmentation de 2,1% sur 1 an. Au niveau du Grand Est, la tendance est la même. Le nombre de demandeurs d'emploi baisse de 0,1% sur 3 mois, une baisse également de 0,6% sur 1 mois et une augmentation de 1,5% sur 1 an. Pour eux, leur métier est une véritable passion. Elle s'appelle Séverine, lui Giuseppe. Elle aime les cuisines du monde, lui plutôt la cuisine italienne. Mais cela ne les a pas empêchés de travailler en duo le temps d'une semaine. Marie-Luce et Guillaume Dumonteil ont rencontré ce binôme éphémère au restaurant Intenso de Sarreguemines. Voici Giuseppe, 43 ans de métier, sicilien. Au fourneau depuis l'ouverture du restaurant il y a 1 an. Il propose une cuisine italienne. Mais le plat du jour ne sonne pas très latin. Et pour cause, Séverine est à ses côtés. L'ex-candidate de Masterchef est aussi connue à Sarreguemines pour avoir tenu pendant plusieurs années un magasin d'épices. Le patron du restaurant a décidé de les faire travailler ensemble pendant 1 semaine, du 23 au 29 octobre. Ça a été un travail de longue haleine qu'on a dû bien sûr modifier certaines choses et trouver les bons ingrédients et les bonnes épices qui se marient bien. Et on s'aperçoit que finalement, dans le monde de la cuisine, tout se fusionne. Il suffit de trouver les bons éléments. Des plats du jour à midi et des menus complets le soir ont été élaborés en amont par Séverine, avant d'être proposés à Giuseppe. Maintenant, reste à trouver le bon tempo en cuisine. Alors la cuisine à 2 ou à 3 ou à 4, c'est jamais facile parce qu'on apprend à se connaître, surtout qu'ils parlent ou allemand ou italien. Donc moi j'arrive avec le français ou l'anglais et bon un petit peu d'allemand bien sûr, c'est là où on est en train de correspondre en allemand en fait. Mais ça se passe très bien, il a le sourire, il a la joie et puis il connaît son métier donc on va essayer, on va faire en sorte que notre cohésion soit parfaite sur les cuissons, sur le test, sur le goût. Premier test réussi, la cuisine du monde mixée à la cuisine italienne séduit. On se rend compte qu'on ne connaît pas tous ses goûts, elle maîtrise absolument les épices et c'est formidable, c'est excellent. Reste à transformer l'essai, Séverine et Giuseppe ont jusqu'à la fin de la semaine pour séduire le public sarregueminois. Les maires de l'arrondissement sont inquiets. À l'occasion de leur assemblée générale, ils n'ont pas manqué d'interpeller la députée de la circonscription sur les baisses de subventions à destination des communes. Nicole Triss, elle, s'est voulue rassurante. Reportage de Florent de Brito. 13 milliards d'économies réparties sur 5 ans. C'est ce qu'attend Emmanuel Macron de la part des collectivités locales. Une annonce qui fait grincer les dents les maires de l'arrondissement de Sarreguemines, réunis vendredi soir à Bitche. Les maires sont très inquiets, non pas pour eux-mêmes, ils sont très inquiets parce que progressivement disparaissent les moyens à la fois financiers et juridiques pour administrer les services publics locaux, pour monter des projets et pour régler les problèmes de leurs concitoyens. Leur seule variable d'ajustement, c'est quoi? C'est l'investissement, déjà réduit à portion congrue, ou c'est l'augmentation des impôts. C'est juste pas tenable. Alors, les collectivités locales sont-elles lâchées par l'État? Il est vrai que sous François Hollande, la DGF, la dotation globale de fonctionnement, principale dotation de l'État aux collectivités, a baissé de 10 milliards. Et si certaines dotations complémentaires ont augmenté, les collectivités auront quand même perdu au final 7 milliards entre 2013 et 2016, d'après la Direction générale des collectivités locales. Une mesure faite pour renforcer le pouvoir d'achat des Français selon la députée Nicole Triss, cette dernière estimant que ces inquiétudes sont infondées. Les maires de l'arrondissement ont profité de la présence de la députée, membre de la majorité présidentielle, pour lui faire part de leurs griefs vis-à-vis de la politique gouvernementale. Elle s'est voulue rassurante en affirmant que le président abondera le budget des communes à l'euro près et que ces dernières seront même accompagnées. Emmanuel Macron l'a dit, en contrepartie, ce qu'il souhaite, c'est effectivement une mutualisation de certaines dépenses, une meilleure façon de gérer effectivement les dépenses.
dépenses. Et à côté de ça, on a tout un arsenal de lois qui vont être votées. C'est vraiment une boîte à outils qui va permettre d'une part de mutualiser certaines dépenses, donc de moins dépenser, d'autre part de garder effectivement les dotations, comme on l'a promis, aux communes de manière à ce qu'elles puissent continuer à évoluer et pour leurs habitants bien sûr. Le sous-préfet, lui aussi, s'est voulu rassurant, mais seulement pour 2018. Selon lui, les dispositifs de soutien à l'investissement, notamment la DETR et le fonds de soutien à l'investissement local, ne devraient pas bouger l'année prochaine. L'annonce n'a semble-t-il pas calmé les inquiétudes des maires réunis ce soir-là, qui doivent aussi composer avec la limitation des contrats aidés ou la baisse des APL pour les bailleurs sociaux. Pour la taxe d'habitation, dans le cadre du budget d'une commune, rien que pour citer Haute-Villers, ça représente quasiment 50 000 €. Donc si ces 50 000 € sont réduits d'un certain pourcentage, forcément ça sera un manque à gagner pour la commune. Les collectivités territoriales, on le dit pas assez souvent, mais ce sont les premiers investisseurs publics en France. Et je dis donc attention à ce message qui consiste peut-être à parfois nous montrer du doigt et à nous stigmatiser, alors que nous sommes d'abord des gestionnaires vertueux dans chacune de nos collectivités. Je le rappelle, nous votons des budgets en équilibre là où l'État ne le fait pas depuis 1970. Conséquence des mesures budgétaires prises lors des dernières années. Selon une étude de la Banque Postale, l'investissement des collectivités locales a baissé de 9,7% en 2015 et de 3,3% en 2016. Emmanuel Macron devrait se rendre au Congrès des maires de France en novembre prochain pour tenter de renouer le dialogue. Êtes-vous joueur? C'est la question que l'on s'est posée. Vous connaissez sans doute le trimestriel entre Sarr et Blize, conçu par le service communication de la Casques, un support qui vous informe de l'actualité du secteur, mais qui vous invite aussi à participer à des jeux concours. Hier soir, les gagnants avaient rendez-vous à l'hôtel de la communauté pour une remise de prix. Reportage de Marie Luff. Hôtel de la communauté à Sarreguemines pour la remise des prix. Ce soir, il n'y a que des gagnants. En 10 ans, le succès des jeux concours ne s'est pas démenti, bien au contraire. Au début, c'était amusant. On avait une dizaine de réponses et maintenant, on a plusieurs centaines de réponses. Donc, nous sommes obligés de tirer au sort les gagnants. Car vous êtes entre 300 et 400 à participer à chaque numéro. La plupart du temps, il s'agit de quiz et les réponses figurent dans le magazine. Tout de même, une vingtaine de pages à feuilleter. L'occasion de s'informer, surtout pour les nouveaux bénéficiaires. Car si la participation augmente, l'explication est aussi mathématique. Au 1er janvier, la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence et la communauté de communes de l'Albe et des Lacs ont fusionné. Désormais, 38 communes reçoivent le magazine. Autant de potentiels joueurs supplémentaires. Lire en fête, voilà une autre manifestation à l'échelle départementale cette fois. L'objectif est simple, transmettre le goût de la lecture. Et pour cela, jusqu'à la fin du mois, des événements sont proposés par la médiathèque communautaire et les bibliothèques partenaires. Un maillage du territoire qui permet de toucher la jeunesse aux 4 coins du département. Reportage de Marie Luff. Dérouler la bobine jusque dans les campagnes, Oundelin accueille la 10e édition de Lire en fête. Une représentation unique, mais gratuite et familiale. Les gazouillis des enfants contrebalancent les passages musicaux. La costumière a perdu le fil. Sans sa bobine, elle ne sait plus qui elle est, ni coudre. 50 minutes de recherche onirique, car la jeune femme aime se raconter des histoires. Pas facile de démêler le rêve de la réalité. La magie de la nuit et ses mystères. Thématique retenue pour la programmation 2017. Avec ce spectacle, la compagnie Juste Bien Placée est dans le thème. Et le festival Lire en fête se poursuit jusqu'à fin octobre. Le programme complet est disponible sur www.moselle.fr. Sandrine vous a à nouveau interrogé sur notre page Facebook et le thème vous a plutôt fait réagir. On regarde la question qui vous a été posée. Les frais médicaux sont de plus en plus chers et même si la plupart du temps ils sont pris en compte par la sécurité sociale ou les mutuelles, les remboursements se font parfois attendre. Est-ce que c'est un frein pour vous soigner? Dites-nous tout dans les commentaires.
Alors Sandrine, nos internautes ont été plutôt inspirés aujourd'hui et visiblement c'est même une question qui fâche. Oui, alors c'est une question qui a fait réagir en tout cas, mais en épluchant les réponses, on voit clairement une tendance se dégager. La grande majorité des internautes trouvent que globalement les frais ne sont pas trop élevés, ils sont plutôt corrects, sauf dans 2 cas précis, pour l'opticien et le dentiste. Ah oui, et puis ils les trouvent aussi trop chers malgré les éventuels remboursements. C'est ça, exactement. Alors René et Muriel ont vraiment dénoncé le problème en disant « Concernant les soins dentaires et d'ophtalmologie, il est vrai que la prise en charge est vraiment minime et qu'il faut avoir une ou plusieurs bonnes complémentaires de santé pour ne pas trop mettre au bout. » Alors voilà, c'est à peu près le truc, enfin la tendance qui se dégage, c'est ça. Ah oui, et puis on voit aussi que certains arrivent même à repousser des soins, voire même à les abandonner complètement. C'est ça. Laura nous explique, les coûts sont tellement élevés et tellement peu remboursés que du coup on repousse certains soins. Comme pour moi, mes dents, j'en ai une de cassée qui s'émiette chaque année, mais tellement coûteux de la faire réparer que du coup je la laisse comme elle est jusqu'à ce que celle-ci me dérange et que je n'aurai plus le choix de mettre une couronne. Et mon mari, c'était pour vouloir mettre des lentilles quand on a su le coût pour le rendez-vous pour contrôler si les yeux adhèrent aux lentilles. Avec tout ce qui va avec, on était très surpris. Certains soins, malheureusement, on y réfléchit à 2 fois, comme si on allait acheter une voiture. Ah oui. Yikono est dans le même cas, il nous dit « J'ai fait un devis pour une couronne dentaire il y a quelques années et je n'ai jamais donné suite à cause du prix. Malgré ma mutuelle, il me reste 400 € à mettre de ma poche. Ça pèse lourd dans le budget d'une famille, du coup j'attends de ne plus avoir le choix pour le lancer. » Donc c'est vraiment des situations qui sont assez difficiles. Et Séverine y est confrontée pour ses enfants. Elle nous raconte « Nous avons dû prendre des lunettes avec des verres spéciaux pour mon fils, malheureusement pas remboursés. Nous avons payé ces verres en 5 fois, heureusement que l'opticien était conciliant. Ma fille a des soucis de peau, bien entendu, les produits qu'elle doit utiliser ne sont pas remboursés non plus, mais pour leur bien, nous les prenons. » Et là, malheureusement, il n'y a pas de solution. Pas vraiment. En fait, Muriel et Ahmed nous parlent de l'Allemagne en disant qu'ils ont un autre système qui apparemment serait meilleur. Muriel va même jusqu'à dire que certains médicaments, il vaut mieux les prendre en Allemagne, quitte à ne pas être remboursés du tout. D'accord, donc c'est un débat qui reste quand même ouvert. C'est ça. Demain, on s'intéresse à quel sujet ? Alors demain, on s'intéresse au tri des déchets. On aimerait savoir si nos internautes pensent savoir trier correctement leurs déchets. Ah, une autre grande question, ça. Merci Sandrine. Avec plaisir. On marque une courte pause et on se retrouve juste après avec nos 2 invités pour le dossier de la semaine. À tout de suite. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Martine, j'ai peur de l'opération. Yo, allez, Jackie, fais pas l'enfant. Voilà, c'est fait. Mais j'ai rien senti. Waouh! Changez-vous la vie avec la passion de l'audition. Mariage, anniversaire, naissance, passez du bon temps avec Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Samedi, le SFC se reconcentre sur le championnat. Les faïenciers reçoivent Erstein. Rendez-vous à 18 h au stade de la Blise et en direct sur Mosaïque. Avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombart, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Festauer et Jean-Bernard Barthel, vous êtes sur notre plateau aujourd'hui pour nous parler, on l'a dit, de la politique environnementale de la casque. Alors déjà, Jean-Bernard Barthel, vous êtes en charge du développement durable, de la transition énergétique et de la croissance verte. Alors pour commencer, politique environnementale, c'est un bien grand mot, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur?
Écoutez, déjà au point de vue global, on peut dire que c'est une politique qui est devenue transverse dans toutes les compétences et toutes les activités de la casque, et ça d'une façon volontariste déjà depuis 2009. Ensuite, par la suite, comme il fallait aller dans des phases plus concrètes, c'est ce que je pense qu'on veut entendre aussi, on a établi un plan climat, territorial, énergie en 2011, pour que ce soit vraiment le plus compris possible par tout le monde. On a fait des réunions de concertation avec des acteurs socio-économiques, des associations, des élus, et en sortie, on avait environ 80 actions qui étaient retenues et qui allaient dans ce sens-là. Alors on va développer un petit peu tous les aspects tout au long de ce dossier-là. Mais cette démarche, donc de politique environnementale, est-ce qu'elle est initiée spontanément par la casque ou est-ce que c'est une obligation légale sur le plan national? Disons qu'il y a deux niveaux. Il y a la partie, si les élus étaient sensibles à cette partie environnementale, je vous disais tout à l'heure, à partir de 2009, on a senti qu'il y avait des choses qu'il fallait changer, qu'il fallait améliorer, c'était comme ça. Et puis ensuite, derrière, il y a des textes qui arrivent quelques années plus tard, qui cadrent ensuite certaines choses et qui sont toujours en évolution. Parce que ce n'est pas une fin en soi. On a compris qu'on est au début maintenant, avec les dérèglements climatiques, tout le monde a compris que c'est un début et qu'il faut agir dans ce sens-là. Derrière aussi, il y a les déchets, il y a plein de choses derrière qui se greffent, mais je pense que les élus ont pris conscience de cette chose-là assez tôt, avant que les textes eux-mêmes ne sortent. Et donc ces textes-là régissent un petit peu, donnent le cadre en fait de toutes les démarches qui vont être appliquées dans les communautés d'agglo, par exemple, c'est ça? C'est ça, et puis derrière, ils accompagnent très souvent un peu des financements aussi, qui sont dus par, comme vous évoquiez tout à l'heure, dans le cadre des territoires énergie positive pour la croissance verte, l'État nous a aidés dans certaines de nos actions, et également l'ADEME qui nous a aidés dans certaines de nos actions et nous encourage aussi par le biais d'avoir des fois des personnes spécifiques pour traiter tel ou tel sujet pendant une certaine période. Alors on va parler justement des initiatives. Vous, Christelle Festauer, vous êtes animatrice du programme local de prévention des déchets pour la casque et vous avez aussi des missions dans le cadre de la transition énergétique. Et l'une de vos missions, c'est d'être en charge en fait de l'éducation au développement durable. Alors qu'est-ce que c'est concrètement l'éducation au développement durable? Donc c'est simplement éduquer les enfants, les scolaires. Donc nous, on travaille surtout avec les écoles élémentaires. Pour les sensibiliser au développement durable, à l'environnement, etc. Donc on a tous les ans, depuis 6 ans, un projet d'éducation au développement durable en partenariat avec l'inspection de l'éducation nationale Sarreguemines-Ouest. On essaye de faire des projets tout au long de l'année en conformité avec le programme scolaire. Et pourquoi c'est important de sensibiliser, en tout cas de s'adresser à un public assez jeune? Donc en fait, les enfants sont les adultes de demain et ils permettent également de montrer l'exemple à leurs parents. Et qu'est-ce qu'on constate pendant ces initiatives? Est-ce que le jeune public est assez sensibilisé ou au contraire, il y a tout à faire? Qu'est-ce qu'on constate? Ils sont assez attentifs quand même à la démarche et les enseignants aussi. On a toujours des enseignants qui sont très impliqués dans nos projets. Et puis vous êtes aussi en charge d'un autre projet, plutôt d'un événement. C'est l'événement qui s'intitule Le Jour de la Nuit. Et là, l'objectif, c'est plutôt de lutter contre la pollution lumineuse. Donc c'est un autre volet en fait de la politique environnementale. Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder un reportage concernant cet événement. C'était l'événement de l'année dernière et il avait lieu à Vousvillers. Depuis quelques années, la nuit est confrontée à la montée d'une pollution lumineuse issue de l'éclairage public artificiel nocturne. Cette situation a une triple conséquence, d'engendrer un gaspillage énergétique important et ainsi contribuer au dérèglement climatique, également de déstabiliser les écosystèmes nocturnes et puis naturellement de dissoudre la voûte céleste sous un halo lumineux. On éteint tout à Vousvillers. Pour sensibiliser la population aux conséquences de la pollution lumineuse, la casque a participé pour la 6e année consécutive à l'opération nationale Le Jour de la Nuit.
Pour cette édition, Woustviller était la commune hôte et cette manifestation a de nouveau eu du succès puisqu'une centaine de marcheurs y a participé. Répartis en 4 groupes, ils ont traversé le village en empruntant le chemin de vie, mais sans la lueur des lampadaires qui sont restés éteints pour l'occasion. Plusieurs rendez-vous égayaient la soirée, les randonneurs célestes lisaient le ciel en compagnie des marcheurs et des artistes de la compagnie Quaraille en lune interprétaient des contes. Il ouvre ses grands yeux et il descend de son vieil arbre pour aller chasser. Alors cet événement, c'est un événement qui est organisé chaque année. Ça rassemble de plus en plus de monde. Qu'est-ce que vous constatez Voilà, donc en fait, c'est déjà la 6e édition du jour de la nuit, donc sur le territoire de Sarreguemines-Confluence. Il y a de plus en plus de monde. Donc au début, on faisait l'événement juste sur une soirée avec une centaine de personnes, et maintenant on en est à 2 soirées pour 200 personnes. Donc le public est assez attentif à la problématique de la pollution lumineuse. Alors qu'est-ce que c'est concrètement la pollution lumineuse? C'est tout ce qui est lampadaire, expliquez-nous un petit peu. Donc c'est l'éclairage public mal orienté ou vétuste, et donc qui crée une pollution lumineuse Et l'idée, c'est donc de réduire cette pollution lumineuse et de sensibiliser les gens pendant toute une soirée. Voilà, sur les différents problèmes au niveau de la santé publique, des animaux, du ciel étoilé. Voilà, il y a plusieurs problématiques. Tous les dérèglements que ça peut engendrer. Alors, il y a une autre problématique aussi qui peut engendrer des dérèglements. Ce sont les produits phytosanitaires. Alors, déjà, concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un produit phytosanitaire? Pour qu'on puisse un peu situer déjà le produit. Donc, ce sont les produits chimiques qui permettent de soigner ou de prévenir les maladies des plantes. Et donc, ces produits-là sont utilisés dans les communes de la Casque. À quoi ils servent exactement? Ils sont mis sur les plantations, les jardins Donc dans les espaces verts. Nous accompagnons, en fait, dans le cadre de nos projets, nous accompagnons les communes afin qu'elles puissent réduire leur utilisation de pesticides. Et alors l'objectif, Monsieur Bartel, c'est quoi? C'est le zéro phytosanitaire sur la Casque, sur le secteur de la Casque? Écoutez, déjà depuis le 1er janvier de cette année, les communes n'ont normalement plus le droit d'utiliser de produits phytosanitaires, zéro pesticide, sauf une exception se fait pour les cimetières qui sont des endroits sensibles ainsi que les terrains de sport. On a bien compris que c'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul du jour au lendemain, qu'on a besoin d'accompagnement, comme dit Christelle, de formation des acteurs, que ce soit autant élu qui est donneur d'ordre que celui qui réalise les travaux en s'exécutant. Donc là, il faut trouver un genre d'osmose entre les deux, de façon que dans le futur, les aménagements soient réalisés dans un certain sens pour éviter justement qu'on ait besoin de traiter. Il y a peut-être une autre manière de gérer ces espaces-là. Mais ça, c'est un travail. On est maintenant au moment zéro. Il faut aller dans le futur. Mais je dirais que tout le monde est très sensible à ça. On l'a vu dans les synthèses ensuite avec les groupes en formation. Tout le monde est très preneur, même source d'idées. On a bien vu pour faire différemment les choses. Mais ensuite, il faut que ça se mette en place. Il y a des méthodes autres. Ce n'est plus du moment qu'on ne met plus de produits au sol, on ne prend plus de au sol. Il y a peut-être d'autres méthodes alternatives. Et pour ça, je pense que Christelle, il faut peut-être dire qu'il y a un livre qui va sortir très prochainement à l'attention des élus. Un guide qui présente sur les techniques zéro phytosanitaire dans les communes, donc à destination des communes. Donc c'est un répertoire d'alternatives aux produits phytosanitaires. Local, avec des actions locales. L'idée c'est quoi? C'est de le distribuer à tous les représentants des communes pour qu'ils puissent ensuite le mettre en place, c'est ça? Voilà. Donc c'est déjà un outil d'aide à atteindre l'objectif. Puis il y a également, si vous voulez, pour les particuliers, quelque chose qui se met en place. Normalement, c'était pour 2019. La loi disait 2019. D'ailleurs, j'ai vu dans le journal que c'est encore quelque chose qui n'est pas tout à fait défini. C'est encore en discussion. Mais le zéro phyto, c'est également prévu pour les particuliers de leur côté très prochainement. Il n'y aura plus d'acquisition et de possibilité d'acheter de produits phytosanitaires dans les magasins. D'accord. Donc c'est une démarche initiée par la Casque, encore une fois, mais qui va devenir une obligation légale. Voilà. C'est déjà légal depuis le 1er janvier 2019.
2017, mais la casque accompagne les communes. D'accord, d'accord. Alors un autre sujet qui entre aussi dans la politique environnementale, c'est la mobilité durable. Alors là, en termes de mobilité durable, on peut parler notamment des parkings de covoiturage. Alors on l'a vu, hein, on l'a présenté dans plusieurs de nos reportages, il y a de plus en plus de parkings de covoiturage sur le secteur. Comment ça se passe quand une commune a le projet de créer un parking de covoiturage ? Disons que c'était une action également qui émane de notre plan climat où on a vu qu'il fallait mettre ça en place pour éviter que les gens se déplacent seuls sur des longues distances. Il y a peut-être la réflexion de se mettre en commun. Donc il y a au niveau de la communauté d'agglomération, on en a mis un en place cette année à la sortie ou si vous voulez à l'entrée de l'autoroute à Hambach, qui a été mis en place et qui est opérationnel. Il est quasiment, je crois hier soir en rentrant, il était occupé à 90%. Bon, il manque encore un peu d'éclairage, mais c'est une chose qui va venir. Mais d'un autre côté, les collectivités ont aussi le souci, ça se met automatiquement en place. Moi, je vois dans certaines communes, on les a recensées, presque chaque commune a l'idée ou a déjà un petit parking de covoiturage où les gens se mettent d'une façon normale, ils se regroupent, puisqu'ils sont du même village, ils se regroupent à cet endroit-là, et puis voilà, ou des villages avoisinants, ils se regroupent pour rouler ensemble à un lieu précis. Les habitants avaient déjà en fait l'initiative de se regrouper, de covoiturer. Restait juste à matérialiser l'emplacement en fait. Ben, disons qu'il faut les reconnaître ensuite, ces emplacements-là. Mais vous voyez, c'est comme je disais tout à l'heure, on n'attend pas que les lois sortent pour les choses se mettent en place. Il y a déjà des initiatives. Chaque élu est responsable un petit peu de certains domaines et ce fait-là, il les met en place. Et puis voilà, si nous, on peut accompagner par notre réflexion ensuite d'y établir autre chose, comme une borne de recharge, on peut l'évoquer tout à l'heure. Bon, c'est encore un petit plus qu'on peut faire. Donc c'est la façon dont la casque en fait soutient les communes dans ce projet de parking de covoiturage. Ouais. Alors il y a un autre volet important qui concerne la mobilité durable, c'est bien sûr le projet Fayence. On en a énormément parlé cette année. Alors je vous propose de regarder un reportage qu'on a tourné en fait au moment de l'inauguration. C'était en avril. Le nom peut prêter à confusion dans une ville comme Sarreguemines. Les participants au projet Fayence en sont pleinement conscients. Avec Fayence, F-A-H-Y-E-N-C-E, il n'est pas question d'assiettes ou de carreaux de salle de bain, mais d'hydrogène, d'où le HY. C'est en effet le nom de la station inaugurée rue Jean-Baptiste Dumaire, à 2 pas des services techniques de la communauté d'agglomération. Et si cette inauguration fait parler d'elle et rassemble autant de monde, c'est qu'il s'agit d'une première en France, c'est aussi la deuxième en Europe. Ici, des véhicules roulant à l'hydrogène peuvent venir se recharger, mais le carburant est produit sur place par électrolyse. C'est un courant électrique qui permet de décomposer l'eau en oxygène et en hydrogène. La station ne pollue donc pas puisqu'elle ne rejette que de l'oxygène. D'ailleurs, pour soigner le côté vert de l'installation, l'électricité fournie par EDF est garantie 100% renouvelable par des certificats. Le point est aussi fait sur la sécurité d'une telle technologie, les réservoirs devant tenir à plus de 3 fois la pression normale. De plus, l'hydrogène est, dans certaines situations, plus sûr que d'autres carburants. Je vais vous donner un exemple. L'hydrogène, c'est un carburant qui s'envole, parce qu'il est très léger. Donc si vous avez un accident, le carburant en fait, va sortir de la bouteille et va partir au-dessus du véhicule. Alors qu'avec un véhicule diesel ou essence, si vous avez un accident et qu'il y a une rupture du réservoir, le carburant coule sous la voiture et peut mettre le feu à la voiture. Et ça ne peut pas arriver avec l'hydrogène. Du côté politique, la casque se réjouit par la voix de son président de la mise en place d'une telle station qui fait suite à près de 3 ans de réunions et de rencontres. Les élus nourrissent aussi l'espoir de faire du territoire une vitrine pour ce type d'installation. Notre engagement dans ce domaine a pour objectif notamment de faire parler du territoire et de démontrer à l'extérieur que nous avons une certaine connaissance en la matière, que nous sommes prêts à accompagner le développement dans ce domaine. Donc nous espérons des retours économiques et je suis persuadé qu'il y en aura. Il faut noter que la situation frontalière de Sarreguemines a aussi été prise en compte puisqu'il s'agit de la première station permettant de recharger des voitures françaises et allemandes, les 2 pays n'ayant pas opté pour les mêmes choix technologiques. Alors voilà, on l'a entendu, la casque était la première en France à lancer ce type de projet. Depuis avril, depuis l'inauguration qu'on a vue dans ce reportage, où en est le projet ?
qui roule à l'hydrogène sur le secteur en fait? Écoutez, juste en préambule, je voudrais dire que le projet Fayence, en définitive, ça englobe une station tri-carburant. Donc ce n'est pas uniquement là, c'est vrai qu'on met en évidence le projet Fayence, le projet hydrogène, mais il y a également une borne de recharge pour véhicules électriques. Ensuite, il y a effectivement ce projet hydrogène. Puis derrière, quelque chose qui se greffe très prochainement, c'est une station gaz naturel comprimé ou compressé. Donc, mais revenons juste au projet hydrogène en lui-même. Écoutez, l'originalité de ce projet, c'est qu'on savait que des stations techniquement pouvaient fonctionner. D'un autre côté, vous aviez aussi les utilisateurs des véhicules qui fonctionnent, mais le rôle de l'aménageur du territoire, qui est la communauté d'agglomération, était aussi de faire combiner pour tout ça, comment ils vivent ensemble. Et c'était ça l'intérêt, ensuite aussi, comment ça fonctionne. Alors qu'on avait la chance d'avoir 10 partenaires qui nous ont suivis en achetant des véhicules Kangoo Z2, des véhicules utilitaires, équipés donc d'une pile à combustible, et qui, eux, maintenant, et c'était aussi des partenaires différents. Les uns, c'était des gens qui roulaient uniquement en voiture pour aller sur une réunion de chantier sur une autre. D'autres avaient du matériel à transporter. Il y avait différents types de partenaires. Il y avait des professionnels qui avaient une certaine autre utilité. Donc, l'intérêt aussi de voir comment ce petit monde vit ensemble. Alors maintenant, ça fait plusieurs mois qu'on est là-dessus. On suit ça de très près, parce qu'il y a des capteurs un peu partout, que ce soit sur les véhicules ou sur la station, qui voient les petites défectuosités de temps à autre. Donc il faut y remédier. C'est comme toute chose qui est innovante, il faut y remédier. Et de ce fait-là, c'est pris en compte. Là, ça va encore être pris en compte entre 3 et 5 ans. Il faut qu'on voit tout ça de plus près. Et ensuite, faire une analyse, parce que c'est quand même des choses qui se font, qui vont quand même se faire au niveau européen, du fait qu'on fait partie d'un consortium. Mais il est vrai que notre station, à nous, est un peu spécifique, parce que c'est la seule station en France qui fabrique l'hydrogène sur place. Si vous voulez, on a un électrolyseur, ensuite on a des compresseurs qui compressent l'hydrogène jusqu'à 350 bars, et puis ensuite, bon, il y a un distributeur. Donc ça, c'est un peu nouveau. Il y a d'autres politiques, enfin d'autres systèmes en France qui font que l'hydrogène est fabriqué par ailleurs et il est fourni en bonbonne. Et donc il n'y a pas cette phase électrolyseur. Et puis derrière aussi, l'électricité qui est utilisée pour faire fonctionner cet électrolyseur ainsi que les compresseurs, c'est de l'énergie verte qui nous est fournie par le distributeur avec un contrat d'origine. Alors vous avez parlé de partenaires. Qui peut se lancer dans ce projet-là maintenant, demain? Qui pourrait se lancer dans ce projet et comment on fait? À qui on s'adresse? Comment on fait? Disons, toute personne intéressée peut se lancer un projet, mais il faut quand même dire qu'il y a un petit frein, c'est que les véhicules sont un peu chers encore à l'achat. Nous, on a profité justement de notre label Territoire Énergie Positive pour avoir quelques fonds qui nous ont aidé un peu à aider ces particuliers à financer leurs véhicules. Mais je vous dirais que pour le moment, on en a 10. Je sais qu'il y en a d'autres qui de temps à autre, pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Hier soir encore, à une présentation à Metz, on m'en a dit, mais comment vous faites pour avoir des gens, ainsi de suite. Mais bon, mais il faut quand même être conscient que ça peut être que très local chez nous pour le moment, parce que les gens, il faut qu'ils s'approvisionnent chez nous gratuitement. La station est ouverte au public. Mais derrière, on a déjà eu l'autre jour la surprise, d'ailleurs pour ça que la station est connue, une personne qui venait du secteur de Rotterdam, qui voulait aller à Fribourg en Allemagne, qui en passant s'est approvisionné chez nous. Ah oui. Donc c'est quelque chose, vous voyez. Donc c'est un vrai plus, oui. Ça devrait retomber. Et au niveau transfrontalier, on a déjà été questionné aussi avec Sarrebruck, qui est également intéressé par cette stratégie de transition énergétique. Tout le monde y pense. Comment s'améliorer par la suite? Parce qu'il y a quand même une échéance avec les carburants fossiles qui est donnée en 2040. Enfin, c'est encore à voir, mais disons que les échéances sont données et les constructeurs, on les voit de plus en plus dans les salons, lancent à présent des véhicules électriques. Mais on sait que les véhicules électriques ont une certaine autonomie, alors que les véhicules à hydrogène, du fait qu'il y a une pile en combustible qui est montée dessus, permet quand même de doubler l'autonomie du véhicule. Donc c'est un projet qui finalement intéresse au-delà des frontières. Et puis il faut dire aussi autre chose, c'est que hier soir, la Casques a reçu un trophée qui a été décerné par le Républicain lorrain. On l'a avec nous d'ailleurs, donc c'est le trophée de l'innovation concernant le projet Fayence. Alors expliquez-nous un petit peu ce projet, il a été décerné pour quelles raisons?
Écoutez, en principe, ce trophée récompense les meilleures actions menées par les collectivités et met en évidence donc certaines actions innovantes surtout. Alors hier soir, c'était, je vous dirais, on a beaucoup parlé du projet hydrogène, mais en réalité, il nous a été décerné dans le cadre de notre projet gaz naturel comprimé, c'est une action nouvelle qui va se mettre en œuvre très prochaine, l'année prochaine, parce que cette station sera en service en gros pour la premier semestre 2018. Parce que derrière, il ne suffit pas de mettre une station, il faut avoir les véhicules. Et également, dans le cadre de notre label de territoire à énergie positive, nous avons eu l'aide de l'État pour transformer nos véhicules diesel en véhicules gaz naturel. Alors, à ce niveau-là, la CASC a pris l'option de transformer 50% de sa flotte poids lourd en véhicules gaz naturel. Donc, seront concernés 8 bennes d'ordures ménagères, 6 bus et 3 camions qui, si vous voulez, dessertent normalement les déchetteries. Bon, pour ça, c'est vrai que financièrement, je disais, par l'opération de l'État, mais également par l'ADEME qui nous a soutenus. Et puis concrètement, pour la station proprement dite, on a également eu l'apport des connaissances de GRDF qui nous a accompagnés non seulement dans la technique, mais également dans la faisabilité du projet. Et puis là derrière, on peut aussi dire que pour le moment, on a également des privés qui s'intéressent, entre autres la société Altrans qui a 2 véhicules, ils attendent ça parce que ils ont des clients qui eux demandent un peu l'exemplarité des transports qui se font, donc ils vont également acquérir 2 véhicules. Le CIDEM également est très intéressé puisqu'ils font la navette souvent sur Saint-Rémy et ainsi de suite. Et naturellement, je profite un peu de l'émission pour faire appel s'il y a d'autres transporteurs ou d'autres entreprises qui souhaitent rentrer dans ce processus-là, ils seront les bienvenus et qui nous contactent le plus rapidement possible. Voilà, donc ça pourrait faire effet boule de neige en fait d'ici peu, quoi. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir ce trophée-là? C'est l'aboutissement d'un travail qui a été long, c'est une reconnaissance. Comment vous le vivez? Si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, c'était une volonté qui sont issues du plan climat, où on voyait qu'il y avait vraiment, c'était relativement hétérogène, les gens qui ont participé. Donc c'est comme une volonté populaire auquel les élus sont associés volontaires pour y aller. Également, les services, de façon très compétente, ont suivi tous les dossiers, de façon qu'on puisse les mettre en œuvre et qu'on puisse les faire connaître. Donc pour nous, c'est un grand plaisir, une grande joie, une satisfaction d'être lauréat. Et pour vous, Christelle Festerwehr, comment vous le vivez, ce trophée? C'est la preuve de l'avancée totale de la CASC sur ce domaine-là, ou comment vous le vivez? Oui, pareil, et puis on peut être fier d'avoir un trophée, je trouve ça génial. Et alors, dans le futur, pour l'avenir, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'on continue de développer des projets comme le jour de la nuit? Est-ce qu'on continue de développer des projets qui existent? Est-ce qu'on change complètement de projet? On en crée des nouveaux? Les projets qui marchent bien sont pérennes en fait, comme le jour de la nuit, l'éducation au développement durable, ce sont des choses qui marchent bien. Et donc on s'est dit que on continuerait avec ce genre de projet-là. Après, de temps en temps, il y a toujours de nouveaux projets qui se greffent selon les opportunités en fait. Voilà, encore quelques innovations, quelques développements de projets à prévoir. Oui, dans les projets que évoque, c'est vrai qu'il faut s'adapter chaque fois. C'est chaque fois des personnes nouvelles, des gens nouveaux, des communes avec une topologie différente. Donc on s'adapte en permanence là-dessus. Et puis en ce qui nous concerne aussi, il faut, par exemple là, je vous ai dit que ça sera opérationnel que l'année prochaine, au mois de février, au mois d'avril. Ce qui est vrai qu'il faut travailler là-dessus encore sur ces projets. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, d'un autre côté, on travaille encore sur ces nouveautés aussi, qui est le PDIE, qui est le plan de déplacement inter-entreprise. C'est un projet qu'il faut mener à terme aussi, puisque derrière, si vous voulez, ça concerne aussi la mobilité, la manière dont se déplacent les gens de leur lieu de travail ou à leur domicile ou dans l'autre sens. Il y a des réflexions à avoir là-dessus. Et là également, c'est des ateliers qui travaillent avec des gens extérieurs pour qu'on comprenne bien les problématiques des différentes entreprises. Voilà, donc encore des projets qu'on, bien sûr, suivra de très près. On en sait désormais plus sur la politique environnementale de la CASC. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci à vous. On termine notre émission avec notre minute du tri et du recyclage. Ça fait aussi partie de la thématique. On vous laisse découvrir. Très belle journée à tous.
contenants de tri sont les mêmes partout en France. En France, la collecte des bacs de tri est assurée par les collectivités. Près de 100% des Français ont accès à un dispositif de collecte. La façon dont sont collectés les emballages peut varier d'une commune à une autre. Ce peut être en bac individuel ou en point de collecte sur la voie publique. Les couleurs des bacs peuvent également varier. Mais pour ce qui est des consignes, on trie tous les emballages en verre, tous les emballages en métal, tous les emballages en carton, tous les papiers. Et pour le plastique, on ne trie que les bouteilles et flacons. À moins que vous ne fassiez partie des 25% de la population française concernée par l'extension des consignes de tri à tous les emballages. Dans ces cas-là, vous pouvez déposer dans le bac de tri tous les emballages, sans exception. Si vous avez un doute sur la consigne de tri de votre commune, vous pouvez télécharger l'appli Guide du tri ou consulter le site consignedetri.fr.